Bonjour téléphone, je remarque qu'on s'est jamais présenté. Alors voilà, en fait, je m'appelle Chelly, je vais te raconter mon histoire. Eh bien, c'est simple, je vis en forêt de Soignes parce que ma famille a essayé de me tuer et m'a calomnié sur internet. Si bien que je suis devenu sans domicile. Alors j'ai bravé, j'ai bravé tellement de choses téléphone. J'ai bravé l'asile ou, euh, ou parce que j'avais fait une dépression, ma famille a essayé de... Elle n'a pas essayé, elle m'a laissé enfermer pendant 5 mois en profitant d'un abus de pouvoir. En fait, il m'avait poussé à bout pour que, pour que je craque, profitant de la dépression pour qu'on pense que j'étais devenu fou. Alors, ils avaient commencé par m'empêcher de dormir en frappant dans les murs et, et comme ça ils pouvaient dire qu'il entendait des voix, que j'entendais des voix. Et à un moment, je me suis dit j'en peux plus, ça fait 1 an et demi que je tenais bon. Ils voyaient, ils scrutaient tout le temps pour savoir où j'allais dormir et tout ça, les voisins s'y mettaient. Et j'ai dû changer de chambre, réaménager la maison parce que c'était impossible. Ils avaient accès partout, en fait, les voisins des deux côtés. Ben oui, parce qu'ils avaient commencé la calomnie déjà à cette époque-là. Et alors, j'en pouvais plus, il fallait que je dorme. Et, euh, et je me suis dit, je vais aller à un hôpital psychiatrique. Là, je vais pouvoir rencontrer des gens qui vont m'écouter, qui vont prendre du recul et qui vont analyser la situation. Et mais seulement j'y suis allé en urgence, c'est-à-dire que j'en pouvais plus et j'ai demandé à ma mère de m'y conduire un jour. Et comme j'étais affairé, ils en ont profité dans un abus de pouvoir pour me faire passer pour fou. Alors ils m'ont fait signer une décharge et dès que j'ai signé la décharge, j'étais foutu. Et à l'asile, comment dire, il y avait des malades mentaux, donc on fait ce qu'on veut avec des malades mentaux. On leur dit n'importe quoi et eux ils font n'importe quoi. Alors j'ai eu peur et sous prétexte que j'avais peur dans un asile de fous, au fait on m'a dit que j'étais psychotique, que je faisais une psychose, que je délirais. Parce que soi-disant c'était pas vrai que les gens me persécutaient, voulaient me tuer. Mais tout le monde savait qui j'étais et ils s'amusaient à me faire peur, à vraiment, vraiment me faire très très peur. Et même me plonger dans la terreur. Mais c'était pas parce que j'étais psychotique, c'était parce que j'avais vraiment peur. Et de ce fait-là, ils en ont profité pour établir des diagnostics en disant une fois bipolaire, une fois schizophrène. Et ça n'allait pas parce que si schizophrène, il y a des traitements, tu prends un traitement et on te laisse tranquille. Mais quand il s'agit de psychose, là, on est obligé de t'enfermer contre ta volonté, tu comprends? Alors ils sont arrêtés sur l'état psychotique, un trouble délirant pour dire que, au fait, j'étais une personne complètement folle qui pensait que tout le monde voulait me tuer. Non, il y avait juste ma famille qui avait voulu me tuer pour une question d'héritage et par vengeance. Parce que j'étais quelqu'un qui voulait être heureux. Tu imagines, téléphone, quelqu'un qui veut être heureux, on lui souhaite du mal. Et parce que j'étais trop bien, en fait, trop instruit, j'avais suivi une formation de programmation neurolinguistique. Et là, j'avais compris, au fait, comment les gens manipulent les autres pour arriver à leur fin. Et, euh, et ça n'a pas plu parce que je l'ai répété, bien entendu, hein, à la manipulatrice en chef qui était ma mère et qui n'a vraiment pas aimé que je sache qui elle était. Enfin, tout ça pour dire que oui, il s'est avéré au fait qu'à la fin, c'était une psychopathe ascendant pervers narcissique. Aujourd'hui, c'est en vogue sur Internet. Mais moi, je suis l'ambassadeur des victimes de la perversion narcissique. Et quand j'entends tout ce qu'ils écrivent sur le net, je suis étonné de voir à quel point ils considèrent la chose vraiment encore à la légère. Et tout ça pour dire au fait que suite
Et il y a ma sœur aussi. Ma sœur aussi a profité de l'occasion de se dire ah, on va laisser la vieille faire, comme ça, on mettra la main sur l'héritage et on se débarrassera du petit frère, enfin du grand frère, qui est un peu embêtant. Mais oui, j'avais osé critiquer leur mariage, je veux dire, sur le fondement de leur amour et tout ça, qui aujourd'hui, après tout ce qu'ils m'ont fait, bah, est vraiment à remettre en question, parce que c'est plutôt un arrangement de gangsters complices ou comment dire, euh, une cache pour psychopathes que d'une réelle union d'amour. Et il faut pas non plus oublier que dans tout ça, il y a leurs enfants, les pauvres. Enfin, on va abréger parce qu'ici, on est sur YouTube, on ne peut pas donner de nom. Je suis un anonyme et on ne peut pas donner de nom. Donc, des noms, vous n'en aurez pas. Je dirais seulement que c'est ma famille et qu'en Belgique, il y a certaines personnes qui m'ont persécuté. Je n'irai pas dans les détails, comme quoi il y a certaines personnes aussi des institutions publiques qui étaient au courant. Mais le problème est que c'est tellement laxiste que c'est même pas forcément la faute des institutions publiques, c'est que certaines personnes au sein des institutions publiques profitent de leur pouvoir pour faire des conflits, des délits d'initiés, pour pouvoir me nuire. Il suffit, au fait, avec la persécution qu'ils ont faite sur Internet, que je me présente quelque part pour qu'ils me reconnaissent et qu'ils appliquent des choses complètement absurdes et illégales et aussi injustes. Enfin, on va abréger le point de vue légal, mais c'est ce qui se passe. Et alors, je voulais te parler, au fait, de toutes les épreuves que j'ai traversées, parce que tu ne vas pas y croire. Et je voulais aussi m'adresser à la communauté qui lutte contre la perversion narcissique, parce que il y a deux choses importantes dans la perversion narcissique, c'est les pervers narcissiques et les psychopathes, parce que les deux ensemble font des ravages. C'est-à-dire que le psychopathe va pouvoir à merveille utiliser les pervers narcissiques, parce que les pervers narcissiques sont beaucoup moins intelligents. Tout ce qui leur importe, c'est d'être mis en valeur, et ils ne se demandent pas pourquoi, en fait. Tandis qu'un psychopathe, lui, il va étudier ta psychologie et il va savoir, au fait. En fait, le psychopathe, la différence, c'est qu'il va vouloir te dire en face, au fait, que tu lui dois la soumission. Tandis qu'un pervers narcissique, il va faire ça dans ton dos. En gros, c'est ça. Et, et, euh, et voilà. Donc ici, je vais m'arrêter un peu. Et après, on va enchaîner sur les épreuves que j'ai parcourues. Voilà, c'était une introduction pour dire qui j'étais. Voilà. Entre parenthèses, je suis un artiste très talentueux. Je suis même une personne à haut potentiel émotif, parce que je ne me considère pas vraiment comme un génie, même si j'ai certaines capacités intellectuelles. Ma plus grande capacité, c'est les émotions. Je suis un acteur né, je suis un communicatif né, et c'est pour ça qu'avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de fonder Stop Ostracisme. Et Stop Ostracisme, c'est bien plus qu'une lutte contre le racisme, c'est beaucoup de choses. Mais ça, vous le saurez dans l'avenir. Maintenant, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai plus de batterie et on recommencera après. Allez, salut Internet! Voilà, salut Internet, salut téléphone. Au fait, on enchaîne sur une seconde partie pour t'expliquer au fait toutes les épreuves que j'ai traversées à cause de ça. C'est-à-dire que j'étais sur le point de guérir, de ma dépression, parce que j'avais tout compris. Au fait, je me foutais du regard des autres et tout ça, et je me sentais vraiment revivre. Et voilà, donc j'ai expliqué qu'ils m'avaient empêché de dormir. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, à un moment donné, sûrement par conseil de mon ancien psychiatre ou d'autres personnes, est parti chez sa sœur. Chez sa sœur, comme ça, je devenais le grand méchant qui l'empêchait de vivre chez elle. Et du jour au lendemain, elle est partie, elle m'a laissé sans rien, et j'étais comme un animal chez moi. Et je voulais partir, mais j'avais pas d'argent parce que, au fait, ils savaient très bien que je n'avais qu'un chômage de cohabitant.
Et ils ont vraiment abusé de moi. Parce que si j'avais eu un chômage complet, je serais parti. Et au fait, même plus encore, si j'avais seulement été informé de comment fonctionnent les droits en Belgique, j'aurais soit demandé le CPAS, soit je serais venu à Bruxelles, j'aurais été au SAMU social et tout ça. En fait, j'aurais fait les choses qui me sont arrivées beaucoup plus tôt. Et je ne serais pas allé à l'asile. euh, J'aurais pas été persécuté, j'aurais pas vécu 2 ans de pandémie mondiale, plus une demi-année de personnes sans domicile au SAMU social. Et, euh, et voilà ce qui m'est arrivé. Alors, donc là, on va récapituler. Donc voilà, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai enduré, c'est la persécution. En gros, on m'a empêché de dormir pendant des années. Je vais pas dire combien, hein, parce que c'est problématique. Mais je peux vous dire exactement qu'on m'a empêché de dormir jusqu'à au moins que j'ai été mis à la rue. Et même, même au SAMU social, on s'amusait à m'empêcher de dormir, parce que c'était devenu une mode. Alors ils faisaient semblant de rien, ils faisaient semblant d'aller aux toilettes ou des choses comme ça. Mais tu dis, ouais, tu exagères, mais non, en fait, j'exagère pas parce que je sais, avec l'habitude, je sais comment ça se passe, je sais comment ils font. Et là, je vais devoir encore couper. Et voilà, je ferai des montages. Voilà, téléphone. On va reprendre la partie où j'expliquais que toutes c'est pas les aventures, toutes les périples que j'avais traversés, les horreurs que j'avais traversées, parce que disons-le, c'était des horreurs. Et voilà, donc j'en étais où j'expliquais en gros tout ce que j'avais traversé, mais maintenant j'aimerais revenir en détail. Et voilà, on a commencé par m'empêcher de dormir pendant 1 an et demi, parce que ma mère n'était plus dans la maison, il pouvait frapper à la masse dans les murs pour m'empêcher de dormir. Accessoirement, il jetait des pétards, il venait toquer au carreau, il frappait à la porte le matin, hein, pour dire ouais, c'est le facteur, réveille-toi. Mais la porte, c'était toutes les 2 heures qu'il venait frapper. Et donc voilà, c'est ça. Après, je suis allé, comme j'ai expliqué, je suis allé à l'asile. Et là, dès le premier jour, au fait, ils savaient vraiment ce qu'ils allaient faire, au fait, hein. La calomnie avait déjà été bien instaurée. Et au fait, ils m'ont directement donné des médicaments, même contre ma volonté, parce que je disais non, je ne veux pas de médicaments. Et à partir de ce moment-là, j'étais un zombie, j'étais comateux, tu sais plus qui tu es, tu vois. Et donc, on peut te faire passer pour un fou. Il suffit de te donner le médicament la première fois pour qu'après on puisse faire ce qu'on veut de toi, puisque tu n'es plus un homme, tu es quelqu'un sous médicament et tu délires. Alors, de ce fait-là, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Voilà, et pendant mon internement à l'asile, ils me faisaient de la pression, ils montraient bien qu'ils savaient qui j'étais, ils montraient aussi, ils m'obligeaient à manipuler pour dire, pour accepter au fait la pathologie qui les arrangeait pour couvrir tous leurs agissements, et même pour juste s'amuser. Donc ils m'ont fait voir des films en disant ouais toi, ça c'est ce que tu as. Et non mais non, tout le monde veut tuer mais tu délires, hein. Ici on est des gentils personnages. D'ailleurs regarde, on est tous des emblèmes de l'équilibre émotif et psychologique. Et alors il n'y a pas que ça, ils m'ont donné des médicaments, au fait, contre-indiqués, parce qu'ils savaient que j'étais épileptique, hein, mais ils m'ont donné des médicaments spéciaux qu'ils savaient qu'ils allaient me donner des effets indésirables. Et puis,
chaque fois quand j'allais quelque part, ils étaient toujours agressifs avec moi. Les pensionnaires faisaient exprès d'être violents, d'être secs quand ils me parlaient. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me faire peur, pour me faire complètement perdre pied. Alors je me suis accroché, j'ai tenu bon. J'étais plus que... Je pensais que j'allais mourir, en fait. Tous les jours, je pensais que j'allais mourir. Je disais demain, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je vais mourir. Et au fait, un jour, cet asile, au fait, ils s'étaient arrangés, je sais pas comment, pour, je sais pas, ils avaient trafiqué l'air conditionné, ou j'espère que c'est moi qui me fais des films, mais parce qu'ils savaient au fait que j'avais pris l'habitude de m'enfermer parce que j'avais peur, il y avait des dingues. Et comme la majeure partie du temps, les surveillants dormaient, euh, les psychopathes et les fous pouvaient venir dans ma chambre et me faire n'importe quoi. Ne fût-ce que... Enfin voilà, bref. Mais oui, quand tu es quelqu'un de normal et que tu te trouves dans un asile de haute sécurité, il y a quoi flipper, non? Et, euh, et alors, je me souviens, ouais, même les fous, hein, on leur avait dit des choses sur moi que je ne sais pas. Eh, ils frappaient aussi dans le mur pour m'empêcher de dormir. Ouais, c'était un petit jeu passionnant, ils aimaient faire ça. Je me souviens toujours, il y en avait un, il s'appelait... son nom commençait, bah, je peux le dire, de toute façon je ne donne pas. Il s'appelait Johnny, hein, pour dire que je suis pas fou. Et l'autre, je me souviens plus son nom, je sais pas. En face, il y avait un Fabian que je pense que ma mère avait employé. Et c'est marrant parce que ce mec-là, au fait, il revenait chaque fois avec plein de nouveaux fringues. Au fait, il partait en sortie autorisée et il revenait avec plein de nouveaux fringues. Et on a l'impression, en fait, qu'il était le relais, au fait. Qu'il était le relais de tous ces gens-là. Alors il racontait des trucs sur mon dos quand il revenait et on lui offrait des vêtements. Et il faisait bien comprendre, au fait. Parce qu'au fait, au départ, il n'en avait pas des jolis vêtements, tu vois. C'était, je dirais, un pauvre, un pauvre malade, tu vois. Et alors, il y avait un autre qui s'appelait Jimmy. Au fait, je sais même pas d'où ils venaient. C'était des gens immigrés, je sais pas d'où ils venaient. Et ils étaient là et il avait fugué une fois. On ne sait même pas où il était à venir. Et eux, ils pouvaient venir, hein, se faire respecter gentiment. On comprenait tout, on était tolérants avec eux. Et moi, il lâchait rien, rien. Imagine si j'avais osé, m'évader, il m'aurait attaché avec la camisole tous les jours. Je rigole pas. Et, euh, et lui, au fait, il avait écrit une fois un papier en disant que je- ouais, je suis Lionel, je veux me suicider. Mais moi, ce que j'avais peur, c'est qu'ils fassent passer en fait leur crime pour un suicide, tu vois. Et là, au fait, je me suis dit non, ça m'a vraiment... Comme il m'empêchait déjà de dormir, qu'il me calomniait, tout ça, partout dans l'asile, qui me persécutait, je me dis, putain, s'il fait ça avec le psychiatre, un jour ils vont me tuer et ils vont me faire passer ça pour un suicide. Je me dis, je dois vraiment réagir. Et à cause de ça, au fait, ils m'ont mis un maintien parce qu'ils ont jugé que j'exagérais, que j'avais pas à dire ça au psychiatre et qu'à la rigueur, j'agressais le malade mental qui avait fait ça parce que c'est clair, on lui avait dit de le faire. Hein. Et tout a commencé comme ça. Et je sais pas sur quel site internet ils ont pu avoir autant d'impact. Mais je sais pas, c'était malade mental sans frontières, je sais pas, peut-être. Et voilà. Donc là, si bien que un jour, au fait, je me suis réveillé en sursaut parce que je n'arrivais plus à respirer, au fait. Et j'étais enfermé et je pense qu'ils avaient mis du CO2 au lieu de l'oxygène. Mais ça restera toujours un mystère. Et alors, quand je suis allé pour prendre mes médicaments, on m'a dit « Ah, t'es vivant, t'es là ?» Ah, j'ai dit « Ouais, je suis là. » Et depuis ce jour-là, au fait, j'ai toujours laissé ma porte ouverte, j'ai toujours eu peur. Donc, ce qui prouve qu'au fait, qu'il y avait vraiment une raison à ça. J'ai toujours eu peur qu'il m'asphyxie ou qu'il fasse quoi que ce soit. C'était des grands malades, au fait. Hein. En fait, l'asile, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient. Les infirmiers, là, sont les boss, comme les matons dans une prison. Et encore mieux que les matons dans une prison, parce qu'ils peuvent tout prétendre, tout faire. Ils peuvent te médicamenter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Et toi, t'es
t'es toujours la peur au ventre et quand t'es émotif, ben, t'as vraiment dur. Allez, voilà. Là, on va couper et je continuerai après sur ma sortie. Allez, salut. Voilà, téléphone. Je reprends là où j'étais et je vais parler de la persécution dans l'asile. J'emploie le terme asile parce que, au fait, là-bas, tout ce qu'on fait, c'est aider à l'avilissement des malades mentaux. Je veux dire, on s'en fout de les traiter, tout ça. Oui, on le fait, mais au fait, en réalité, comme, je veux dire, ils sont pas des hauts potentiels comme moi, je veux dire, si on passe à côté de plein de choses, on s'en fout, je veux dire, ils sont cons. Qui, je veux dire, ils vont aller se plaindre. Non, ils sont malades mentaux. Ils vont pas se plaindre du fait qu'ils leur enlèvent du potentiel de vie. Non, pas du tout. Donc, en fait, moi, j'étais au potentiel et c'est pour ça que j'ai pu voir tout ça, tu vois. Et le crime c'est que je n'étais pas malade mentaux. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire tout ça avec moi. Parce qu'ils le font quotidiennement avec les autres, d'une manière un peu moins forte, c'est vrai, mais ils le font quand même. Et je disais ça, pourquoi? C'est pour dire que on pense des choses sur les institutions publiques qui sont totalement fausses, au fait, hein. Une fois que les patients prennent des médicaments, ils n'ont plus aucun crédit. Et il n'y a que dans crédit aux yeux de la société. Et il y a que dans de très rares cas au fait que tout va bien. Je veux dire, franchement, une chose est sûre, s'il y a des institutions honnêtes, droites, qui savent ce qu'ils font, c'est vraiment pas euh, le cas de celle où je suis allé, qui commence par V et, euh, et qui est en Belgique. Moi, je ne crois pas qu'en Belgique, au fait, il y a eu des institutions avant-gardistes concernant le traitement des maladies mentales. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et tout ça pour dire qu'au fait, voilà, j'y suis resté 5 mois et demi. J'ai vraiment, c'était l'enfer. Je veux dire, j'aurais préféré aller en prison, vachement, parce que en fait, j'aurais pu me battre. En fait, là-bas, quoi que je fasse, ça aurait été catalogué comme maladie mentale, je veux dire, pathologie supplémentaire pour pouvoir me médicamenter plus. Donc j'étais terrorisé, au fait, hein. Et c'est parfait, et ça collait parfaitement au diagnostic qu'ils voulaient avoir en finalité les uns les autres. Et là, au fait, j'avais toujours ma mère qui venait, mais ouais, elle était le chef de cette communauté de gens malfaisants. Et elle venait, elle me regardait, parce que oui, j'avais osé la contredire. Et elle venait, elle me regardait, il est trop tard, Lionel, hein, c'est moi le maître. Regarde, je suis là, je viens à ton chevet. Et le pire qu'il y a dans cette situation-là, c'est que t'as tellement peur que tu te raccroches même à ton bourreau, le pire qu'il soit. Parce que quand tu le vois en face de toi, tu sais qu'il n'est pas en train de programmer du mal. Donc tu l'as en face de toi, tu supplies au fait. Tu supplies qu'elle te laisse en vie, qu'elle fasse quelque chose. Et c'est peut-être ce qui s'est passé à la longue, c'est que je la réclamais, elle venait. En même temps, le fait d'être là, elle pouvait faire semblant qu'elle s'occupait de moi, mais elle venait juste te montrer, dire, t'as vu où je t'ai mis? T'as vu ce que j'ai fait de toi? J'étais un légume, je suis resté quasiment 4 mois en fait. Même 4 mois juste dans mon lit parce que j'avais tellement peur. Et comme il m'empêchait de dormir, je pensais que je devais rattraper mon sommeil tout le temps. Et en fait, on peut dormir, on peut être en pleine forme très bien, même si on est réveillé toutes les 2 heures. Je ne savais pas, mais mon organisme s'est habitué. Et j'avais peur, alors je restais dans mon lit, et j'étais comme ça blotti, et je dormais pas, je faisais aucune activité parce que les gens, c'était des malades mentaux. Je veux dire. Pourtant j'étais social, mais alors après l'épisode de l'asphyxie, au fait là j'ai repris confiance et je me dis ben, je vais me battre, tant pis, je vais montrer que je suis pas ça. Parce que j'avais plus le choix, c'était soit ça ou ils allaient me tuer.
parce que j'allais rester là et un jour ils allaient reprendre mon cadavre inerte sans vie et dire il s'est suicidé ou il est mort, je sais, d'une circonstance étrange. Ouais, la fumée, je me fais à manger. Et, comment dire? Donc j'ai décidé à faire appel à mes talents d'animateur. Ben ouais, j'étais animateur, tout le monde le sait, à Farciennes. Oh merde, je peux pas le dire. Ben oui, on peut dire Farciennes. Ouais, ben personne ne sait qui est, qui est complice à Farciennes. Non, j'étais animateur à la commune de Farciennes. Et j'étais très content, je m'occupais d'une maison de jeunes que j'avais envie de... En fait, c'était un centre d'information que je voulais réhabiliter en maison de jeunes, mais on m'a pas laissé faire. Et alors j'ai travaillé 3 ans et mon contrat s'est terminé et puis voilà, on m'a dit au revoir. Mais j'ai des photos encore, les lieux étaient magnifiques, on avait mis en peinture avec les jeunes, tout ça. Des couleurs vives pour changer, tu vois, mais ça dérangeait parce que j'avais pas même le radiateur avec de la couleur. Oh là 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 là, c'était dramatique. Et voilà, et j'avais réussi à avoir des ordinateurs pour... En fait, mon but, c'était, comme il y avait des gens qui faisaient du rap là-bas, je me suis dit, ben, on va leur faire un studio d'enregistrement, un moyen de s'exprimer et de devenir des acteurs de leur vie. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai recommencé à avoir mon instinct d'animateur. Alors j'ai parlé aux gens, ce que je savais faire, j'avais pas de problème, mais c'était eux qui étaient hostiles. Et pour finir, je sais pas... ils ont un peu moins lâché prise, j'ai pu récupérer des sorties, mais tout ça c'était programmé parce qu'ils s'en foutaient. Au fait, le truc c'est qu'ils avaient réussi à mettre un maintien 2 ans, c'était trop tard. J'avais un maintien 2 ans qui m'avait dit ouais, au fait t'es un malade mental quoi, tu vois. Parce qu'ils avaient commencé par 15 jours de maintien. Alors dans les 15 jours, ils en ont profité vraiment pour me faire peur à fond. L'histoire du suicide, je pense, c'était sur un bout de papier, je pense, c'est ce qui a fait mes 40 jours de maintien. Et après, oui, après, quand je me suis séquestré, parce que, en fait, la nuit, j'avais peur de dormir à cause d'eux. Et ben là, ça a été les 2 ans de maintien. Mais tout ça, c'est de leur faute parce que j'avais aucun problème psychologique. Et dans une institution pareille, ben, tu flippes, hein. Je veux dire, c'est comme si on te mettait à Rikers, tu vois, alors que t'as volé un Kinder, tu vois. Et Rikers, c'est une prison d'haute sécurité aux États-Unis, où il y a tous les criminels, pas possible. Et voilà, donc je réussis à avoir des libérations, enfin des journées de... Je veux dire, voilà, au fait, même là-bas, au fait, ils interdisent les gens d'aller manger, au fait, à la cafétéria. Si tu vas à la cafétéria, c'est parce que tu es au stade 1, tu vois. Tu es au stade 1, donc tu as le droit d'aller jusqu'à la cafétéria. Donc t'imagines un peu le niveau de folie qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que s'ils jugent que tu n'es pas apte d'une certaine manière, tu peux même pas te rendre dans l'enceinte de l'établissement, aller à la cafétéria. Donc tu es obligé de manger comme un malade mental, c'est le cas de le dire, un mec de home avec ton petit plateau qu'on vient de porter en chambre, t'imagines? D'ailleurs, je me souviens même pas si on avait droit à l'espace public dans ces circonstances. Si, si. Ouais, bah, ce qui est complètement absurde. Et, en fait, il y avait 4 stades et chaque truc, des trucs absurdes, genre tu peux aller à la cafétéria, après le second, tu peux aller faire un tour dans un périmètre aux alentours. Au supermarché qui est pas loin. Ça fait du blé pour la commune, c'est chouette. Et tu peux aller acheter la bière, je sais pas, j'en prenais pas parce que je n'avais pas envie, je voulais rester lucide, j'avais tout intérêt à rester lucide. Et j'allais chercher un Pepsi Coca. Voilà, je buvais du Pepsi Coca, j'étais tout fou. J'allais là et ça me faisait marcher, mais j'étais faible parce que j'étais alité tous les jours. Et ça, c'était déjà un exploit, en fait, de me lever. Franchement. Et là, ils m'ont tellement rendu fou, malade, enfin apeuré, que, ouais, on peut même dire qu'ils m'ont rendu fou. C'était le but. Et que j'étais tellement faible, j'arrive même plus à faire des exercices physiques. Et le but, au fait, aussi, il y avait des activités et j'ai participé à la gym. Je trouvais ça facile
parce que comme j'étais un grand sportif, je faisais des kilomètres en vélo. Euh, Vélo qui est toujours chez moi avec mes biens séquestrés, que je n'ai plus vu depuis 4 ans. Tous mes souvenirs sont là-bas. C'est impossible, je ne pouvais pas retourner. Je dirais, il y avait, les voisins, c'était des vrais psychopathes, des sociopathes, des malades mentaux. Je dirais, ils m'ont persécuté, ils étaient prêts à faire tout, quoi. Tout. Même, je veux dire, s'ils avaient pu me rendre comme un mec d'Auschwitz, tu vois, faire de moi un squelette, une écrevisse vivante, ils l'auraient fait. Sans, sans, sans remords, même ma famille, tu vois. C'est pour te dire le niveau de malade, de monstruosité que ces gens sont. Je dirai pas leur nom, ils ne le méritent même pas. Enfin voilà, là je vais clore sur ce chapitre et je vais abréger parce que je vais... En fait, voilà, suite à mes sorties et tout ça et ma participation aux activités de groupe, eh ben j'ai pu trouver une... J'ai pu sortir à condition d'être en maison de protégée. Et la partie maison protégée, je vous la raconterai dans un prochain épisode. Ce qui était chouette, c'est que j'allais avec ma maman, qui était vraiment ma patorçonnière principale, et en même temps, c'était tellement fou parce qu'elle devait se cacher, montrer qu'elle était une personne bien, et moi je devais sortir de là. Donc je devais faire semblant que c'était une personne bien parce que sinon je serais resté là. Alors imaginez la terreur que tu as quand tu es avec un monstre pareil, qui, si tu fais pas ce que tu dis, eh ben, il risque même de te tuer, tu vois. Et c'était ma mère. C'est une nazie, je dirais. Même pire. Enfin, tout ça, j'expliquerai dans un prochain épisode. Allez, bonne fin de journée. Je pense qu'on changera de décor. À plus tard sur Chelly's Emotional Travel. Salut les gars. Salut Internet.